Vincent Robert, donc je viens d'Haïti. Je viens ici pour mes études. Là, je suis en Master 2, écosystème, agrosystème et développement durable à l'Université de Picardie Jules Verne. Donc j'arrive en France depuis un an, depuis une année, donc je suis sur Amiens pour les études. En fait, c'est un grand plaisir de témoigner aujourd'hui, car Dieu aime le témoignage et Dieu aime lorsqu'on raconte, lorsqu'on dit aux autres ce qu'il a fait. Donc déjà, d'être en France pour continuer mes études, c'est un privilège que Dieu m'accorde. Parce que chez moi, ils sont des milliers de jeunes haïtiens qui souhaitent venir en France pour continuer leur étude. Mais par rapport au processus pour avoir le visa, tout ça, et par rapport à l'accueil ici, peut-être que la France ne peut pas recevoir et des milliers de jeunes haïtiens qui veulent venir parce que c'est pas seulement Haïti. En fait, il y a des jeunes qui veulent venir pour étudier. Parce qu'en France, c'est le monde, hein. C'est le monde où les jeunes, en fait, estiment venir ici pour étudier. Soit pour la qualité d'études, soit pour d'autres questions. Parce que décrocher un diplôme français, donc c'est valable partout dans le monde entier. Ça, c'est clair. Donc pour ça, je témoigne et je dis un grand merci à Dieu. Donc de me faire arriver ici pour continuer mes études. Et du coup, venir étudier en France, comme je l'ai dit, n'est pas une chose facile. Ici, en France, c'est pas... Déjà, on vient d'un pays tropical, hein. Un pays là où il fait très chaud. Parfois, on a un climat normal. Mais venir en France, c'est déjà... On va être en difficulté déjà avec le climat, hein. Mais avant d'arriver ici, on n'avait pas pensé à ça. Donc on dit, ok, ici en France, on va venir pour étudier, tout va bien, tout va marcher bien. Mais non, c'était pas le cas. Hein. C'était pas le cas. Effectivement, venir dans un pays où on n'a pas notre famille, on n'a pas personne, c'est compliqué là. Mais étant donné que nous aimons l'étude, nous faisons partie de l'église catholique, en fait, de la deuxième ville d'Haïti, Cap-Haïtien. Donc nous disons, bon, quand bien même, l'église est partout. Hein. L'église est partout, il faut être, une fois être chrétien, une fois aimer Dieu, une fois suivre ce qu'a dit Dieu. Donc, là, on va arriver quand bien même dans une assemblée, on va trouver des gens qui vont à l'église, on va trouver une église. Donc, quand bien même, on va avoir quand bien même un accueil. Tout ça. Ça, c'est la pensée. Bon, voilà, j'étais arrivé en France tout seul. Arrivé tout seul. Là, je sais où voir, où aller. Bon, là, j'ai parlé aux autres gens en disant, voilà, je suis jeune haïtien, je vais ici pour étudier, mais voilà où je peux trouver un hôtel. Bon, là, j'ai passé vraiment une nuit à l'hôtel, mais c'était compliqué. C'était compliqué, très froid. En fait, c'était vraiment compliqué. Et pendant cette même semaine, déjà, j'ai entré en contact avec des gens, des étudiants et même des gens qui sont dans la rue demandant des informations, tout ça. Voilà, il y a une étudiante, c'est une Gabonaise, là je peux citer son nom, c'est Audrey, bon je ne sais pas son prénom, mais c'est Audrey. En fait, elle accepte de m'emmener chez les responsables du diocèse d'Amiens. Les responsables du diocèse d'Amiens. Et rapidement, ils ont entré en contact avec mon curé en Haïti. Donc là, les responsables du diocèse d'Amiens et mon curé en Haïti ont des contacts, ils parlent. Voilà. Et au bout de cette même semaine, je me dirige auprès du pastoral des migrants. Franchement, je n'avais pas pensé ici s'il y avait un pastoral des migrants qui reçoit les jeunes venant partout. Ça, je n'avais pas pensé ça. Or, ici en France,
lorsqu'on est étudiant, bon, pas seulement étudiant, c'est parce que tous les migrants, donc il y a certains principes. En fait, il y a un processus administratif qu'il faut appliquer. Mais avant de venir ici, je n'avais pas pensé à ça. Là, en arrivant dans le pastoral des migrants, déjà, je trouve une structure d'accueil qui peut m'orienter sur les questions administratives. C'est-à-dire, ah Vincent, tu es à peine arrivé. Voilà, ok, là tu vas faire ça. Tu vas, d'abord, tu as ton visa, tu es légal ici, tu as ton visa. Là, il faut aller à OFI. Il faut aller à OFI, donc, pour valider ton visa. J'ai dit, mais non, Carole, OFI, mais c'est quoi Carole? Carole, en fait, c'est cette madame-là, donc c'est la responsable de pastoral des migrants du diocèse d'Amiens. J'ai dit, mais OFI, mais pourquoi ça? J'ai mon visa, Carole, mais pourquoi je vais... En fait, pourquoi dois-je valider mon visa? Parce que c'est l'ambassade en Haïti qui me donne mon visa, mais c'est légal, mais c'est bon. Carole dit, non, 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 il faut aller à OFI. Voilà, voilà l'adresse de l'OFI, voilà, voilà, voilà. Donc, cette structure d'accueil, en fait, m'explique bien comment ça fonctionne ici. Voilà, je vais à l'OFI. Et puis, en France, bon, pas seulement en France, c'est partout dans le monde, lorsqu'on est étranger. Donc, la question de logement, c'est un problème grave. Très grave. Et même quand on est, bon, même quand on n'est même pas étranger, par exemple, si vous êtes d'Amiens et que vous allez dans une autre ville, vous n'avez aucune personne, aucun ami, là, il faut penser à la question de logement. Ça, c'est le numéro 1. Alors, voilà nous qui sommes, moi qui, en fait, qui suis un étudiant, si je ne fais pas vite pour arranger cette question de logement, là, je ne vais pas pouvoir travailler, je ne vais pas pouvoir réviser, je ne vais pas pouvoir avoir une structure pour m'installer bien, pour rédiger des devoirs, faire des études. Donc, c'était vraiment compliqué. J'étais arrivé 1 mois et demi après les cours, c'est-à-dire j'étais en retard. C'était très compliqué là. C'était très compliqué. Voilà, je prie, j'ai dit, oh Dieu, je veux, en fait, j'ai pris beaucoup. J'ai dit, je veux réussir bien l'étude. En fait, le master 1, c'est très compliqué. Très compliqué. Les cours sont très volumineux par rapport à lorsqu'on était en licence. Hein. Les cours sont très volumineux. Du coup, je viens deux systèmes, j'affronte un autre système. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des contraintes. Je ne suis pas habitué avec le système français. Or, je suis en retard 1 mois et demi. Voilà. Donc, cet accueil-là, le diocèse d'Amiens, le pastoral des migrants, en fait, chaque mardi, je suis présent dans le pastoral. Non seulement pour m'aider avec mon moral, parce que je pouvais perdre mon moral. Je suis stressé ici. Le froid. Oui, il faut le dire. Le froid. Et puis le système éducatif. Parce que dès ma première apparition à l'université, je vois qu'on donne un contrôle continu. C'est l'examen. Je dis, oh, avec le premier jour, c'est le contrôle continu, c'est l'examen. C'est terrible. J'ai dit, quand on s'examine, je vais doubler. Quand on dit, non mais Vincent, ça va, t'inquiète. Et Vincent, vous allez contacter les autres étudiants en lui expliquant ta situation, en leur disant de vous passer les notes, de vous passer les coups passés. Voilà, je contacte les anciens étudiants. Voilà, c'est-à-dire, lorsqu'on est migrant et qu'on ne bénéficie pas une assistance, surtout on ne trouve pas un accueil qui peut vous orienter, qui peut vous guider moralement, en fait, ça peut être très compliqué. Et bien voilà, aujourd'hui, je dois témoigner. Important, on a avec la pastorale des migrants et avec le Secours catholique, depuis le début de la mise en place de la CIMAD à Amiens, d'un groupe local, on a travaillé ensemble. Et d'ailleurs,
Chantal, avant Carole et maintenant Carole, ont participé avec nous aux formations offertes aux bénévoles de la CIMAD, de façon à ce que les notions de droit et d'accès au droit soient possibles dans tous les lieux d'accueil qui tournent autour de la CIMAD, mais pas seulement à la CIMAD. Donc c'est important, effectivement, et je comprends que voilà, les retours qu'on a entendus là tout de suite, c'est bien la preuve que Carole, ça tourne, quoi. Voilà, je vais vous parler un peu de la CIMAD. La CIMAD, c'est une association qui a été créée au début de la dernière guerre mondiale, donc elle a fêté 70 ans, bientôt les 80 ans. Elle a été créée pour venir en aide aux personnes déplacées pendant la dernière guerre et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Mais aussi, il y avait des personnes qui venaient d'Espagne à l'époque. Enfin, il y avait des conflits, pas seulement en France. Donc, voilà. Actuellement, la CIMAD, c'est 120 000 personnes conseillées, accompagnées, hébergées par an. C'est 2000 bénévoles et salariés, 75 lieux d'accueil organisés dans les 13 régions, 15 partenaires dans les 10 pays du Sud. Les partenaires sont des associations qui sont dans les pays étrangers, principalement en Afrique. Voilà. Alors on m'a demandé de parler de la protection, c'est ça. J'ai sorti le texte du pape pour les 4 mots qui sont déclinés aujourd'hui. Et effectivement, je suis en phase avec ce qui est écrit. Alors, je ne vais pas tout vous le relire, parce que peut-être vous l'avez déjà lu, ou vous en avez sans doute pris connaissance en son temps. Ce que j'ai à faire comme remarque, c'est que le pape, dans le paragraphe concernant la protection, nous dit la protection commence dans le pays d'origine et consiste dans la mise à disposition d'informations sûres et certifiées avant le départ et dans la prévention contre les pratiques de recrutement illégal. Alors ça, on aimerait bien que ça se passe comme ça, sauf que dans la pratique, il y a très peu de personnes qui quittent leur pays en sachant ce qu'elles vont trouver là où elles veulent aller. Je pense que beaucoup partent pour sauver leur peau, hein, il faut appeler un chat un chat, et puis, ou alors bon, elles partent pour des raisons, à cause de la misère, à cause de maladies. Hein. On commence à voir des personnes qui arrivent et qui nous disent que tout le monde autour d'eux est mort de l'Ebola, par exemple, hein, ou de la malaria. Elles partent aussi pour des désordres climatiques. On commence à avoir des personnes qui effectivement partent à cause de ça. Il y a les réfugiés du Darfour, hein, bon, ça c'est pas la peine, vous savez de quoi il s'agit. Donc nous, notre rôle à la CIMAD, c'est d'informer le mieux possible les personnes de leurs droits. Alors pas seulement leurs droits par rapport à la procédure, c'est important les droits à la procédure, mais c'est aussi en premier lieu quand on les voit et qu'ils viennent d'arriver, c'est pas toujours le cas, hein, parce que souvent quand voilà, les personnes vont un peu partout, et par chance elles peuvent être prises en charge par des organismes de l'État qui sont payés pour ça. Sauf qu'actuellement, bon, c'est de moins en moins quand même, les gens quand ils arrivent, en général maintenant, ils restent au moins un mois aérés dans les rues, attendre que le 115 veuille bien les prendre. Et ces derniers temps, c'était une réponse favorable du 115 pour une personne sur 3. Ça veut dire qu'il y avait au moins une centaine de personnes à la rue dans Amiens, dont des femmes avec enfants, dont des mineurs isolés, et dont des personnes malades, voire même des personnes âgées. Donc pour nous, la priorité, c'est l'accès au droit, comme je le disais, mais on essaye d'aller à l'essentiel quand on voit la personne qui vient d'arriver, par exemple pour la première fois, qui vient nous voir. On s'inquiète de voir si elle est en bonne santé, si elle a besoin, avant de parler de procédure pour la demande d'asile, si elle a besoin de soins.
Parce que ça nous paraît important que les personnes soient soignées, d'abord voire évaluer si elles ont vécu des choses difficiles et qu'elles ont des séquelles ou qu'elles ont des choses à soigner. Quelquefois, ça peut être des fractures, des fractures à soigner ou à constater, parce qu'après, ça va aussi leur servir, quand elles font leur demande d'asile, de prouver qu'elles sont arrivées en mauvais état. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'on essaye de voir en priorité. Donc après, quand les personnes sont, quand on estime que les personnes sont en attente d'une aide par rapport à la procédure de demande d'asile, on leur explique que c'est pas simple. Il va falloir que tout ce qu'elles ont vécu, tout ce qui a motivé leur départ du pays, il faudra le dire le plus précisément possible. Et quand on dit le plus précisément possible, c'est avec des noms, avec des lieux, avec des dates, la description des faits le plus précis possible, même si c'est douloureux. Et souvent on le dit aux femmes, parce qu'on se doute qu'elles ont vécu des choses difficiles, tout le monde le sait, et on leur dit, même si c'est dur de le dire, il faut l'écrire, parce que c'est pas après, quand vous serez, quand l'Office français pour les réfugiés, les apatrides aura donné une réponse négative, c'est pas à ce moment-là qu'il faudra dire « ouais, mais j'ai pas dit ça, j'ai oublié ». Eh ben non, là ça va plus. Il faut tout dire tout de suite le plus précisément possible. Et je voulais à ce sujet, j'ai pas pris, je l'ai laissé dans mon sac, vous l'aurez tout à l'heure, vous dire que demain il y aura une conférence à la salle de Wailly d'une professeure, d'une maître de conférence de l'université de Picardie-Jules Verne, concernant justement les personnes migrantes, donc du départ, du moment où elles ont décidé de partir jusqu'au moment du récit de vie. Parce que cette personne qui est donc sur Amiens, est aussi assesseur à la CNDA, c'est-à-dire à la Cour nationale du droit d'asile. C'est là où on fait les premiers recours quand il y a un refus de l'Office français pour les réfugiés, les apatrides. Et elle sait qu'effectivement, le récit de vie, c'est ça le plus important pour défendre ses droits au niveau de l'OFPRA en premier et de la Cour nationale du droit d'asile en second. Si on ne fait pas le plus précisément possible, et ce récit de vie, qui peut être douloureux, c'est pas, on sait bien que ça peut être douloureux, on ne quitte pas son pays par plaisir, tout le monde le sait, eh bien, voilà, on peut, alors on va dire, l'expression copier-coller, les réponses de l'OFPRA, c'est « n'a pas été convaincant », alors après, quand le récit de vie est fait, souvent ceux qui n'ont pas encore déposé viennent nous montrer ce qu'on en pense et on donne éventuellement quelques conseils supplémentaires ou quelques questions qui feront naître d'autres détails. Je pense que Carole, tu as déjà été aussi sollicitée pour ça. Donc après, une fois que c'est déposé à la préfecture, il faut compter au minimum 1 mois et demi, 2 mois, le temps que la préfecture reçoive le dossier avec ce fameux récit de vie. Donc il faut que vous sachiez que quand les personnes déposent leur dossier de demande d'asile à Beauvais, puisque nous ici on dépend de la préfecture de Beauvais, il faut au minimum 1 mois et pendant ce temps-là, il n'y a pas de prise en charge. Après, il peut y avoir une prise en charge pour l'hébergement. Donc ça fait partie du droit à l'accès au logement qui a été évoqué tout à l'heure. Dans le meilleur des cas, il y a une place en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, mais ce n'est pas toujours le cas. Et pour les mineurs, dans le meilleur des cas, ils sont reconnus mineurs par l'aide sociale à l'enfance, mais ça n'est de moins en moins le cas aussi. Voilà. Alors notre rôle aussi, au départ, quand on voit les personnes, en particulier les jeunes, et ceux qu'on sait isolés, parce qu'ils viennent d'arriver, ils connaissent personne, on les met en garde des dangers de la rue. Donc quand ils nous disent « ouais, mais ici, voilà, on est à la rue, on va aller sur Paris », on leur dit « ben, Paris, c'est pire, et puis les dangers sont encore plus méchants, on va dire ».
Donc on met en garde et puis on essaye, c'est dans le cas de la protection que j'ai pensé à vous dire ça quand même, les filles de leur dire de se mettre dans des lieux qui ne sont pas des lieux trop cachés. Enfin, il vaut mieux être en présence de public plutôt que d'être trop isolé. Dans les droits, alors quand il s'agit de jeunes qui ont moins de 20 ans, même un peu plus, s'ils ont fait des études, par exemple certains arrivent, ils ont le bac, donc ils ont accès à l'université, c'est un droit. En France, on peut avoir accès à l'université quand on arrive, même si on arrive en tant que demandeur d'asile. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on conseille rapidement. On a d'ailleurs un membre bénévole de la CIMAD qui est un ancien professeur d'université et qui nous aide beaucoup pour introduire ces jeunes dans les classes où ils peuvent s'inscrire. Pour ceux qui n'ont pas le baccalauréat, il y a quand même pas mal de lycées dans Amiens qui acceptent les inscriptions, surtout en baccalauréat professionnel, il y a des places. Mais actuellement, il y a des lycées qui saturent parce qu'ils en ont pris beaucoup et en plus, ils les accueillent en internat du fait qu'ils sont à la rue. Et bon voilà, ça pose un peu de ces derniers temps, là, ces dernières semaines, les réponses sont moins favorables parce qu'il n'y a plus de place en internat et donc ces jeunes restent à la rue, en quelque sorte. Voilà. Alors, il y a la question assez prégnante actuellement des mineurs isolés étrangers. J'ai appris là, cette semaine qu'il en arrive 3 ou 4 tous les jours. Que sur ces 3 ou 4, il y en a un qui a une réponse favorable. Il y en a un autre qui reste là avec une réponse négative, donc il est à la rue. Et les autres continuent leur chemin en espérant trouver une réponse favorable ailleurs qu'à Amiens. Donc, il y a beaucoup actuellement de jeunes qui sont accueillis dans des foyers grâce au réseau solidaire amiénois, mais pas seulement. Je pense que Carole, tu as déjà dû aussi intervenir de ton côté. Et puis, il y a des particuliers, tout simplement. Il peut y avoir quelquefois des compatriotes qui accueillent. Mais voilà, alors... il y a des choses à faire de ce côté-là. En tout cas, le réseau solidaire amiénois était surtout actif quand la jungle de Calais accueillait si on peut dire, parce que ce n'était pas un accueil, quand il y avait 6 à 7 000 personnes qui se trouvaient là-haut pour partir en Angleterre. Et donc il y a eu le démantèlement en début d'année et les bénévoles qui étaient sur la Somme et qui partaient à Calais tous les mois pour amener des vêtements, pour amener un peu d'argent, et qui se rendaient à Calais pour soutenir les associations qui étaient là-haut, se sont investis maintenant dans la Somme, puisque de nombreux migrants qui se trouvaient à Calais ont été rapatriés, c'est pas vraiment le mot, ont été transportés dans des autobus. Il y a eu une quarantaine de jeunes qui sont arrivés à Cailleux-sur-Mer. Il y en a eu à peu près autant du côté de Péronne. Il y a eu 80 personnes qui sont arrivées sur Amiens dans des associations. Alors, ce qu'elles sont devenues depuis, certaines ont pu déposer leur demande d'asile, mais d'autres ont disparu parce que vraisemblablement ça ne leur convenait pas. Et puis voilà, quoi, ils sont à nouveau sur les routes. Voilà. Le souci concernant les mineurs isolés étrangers, c'est que, voilà, on a fait, nous, à la CIMAD, on a fait des procédures avec des avocats, puisque c'est vraiment une mission des départements d'accueillir les mineurs étrangers. Donc normalement, il ne peut pas être opposé à un refus. Mais quand on fait une procédure, ça dure 6 à 7 mois. Et pendant ce temps-là, le mineur, souvent, il devient majeur, donc finalement, le problème n'est pas réglé, quoi.
au moment où on a eu un résultat positif prouvant bien la minorité et l'obligation du Conseil général de prendre en charge, mais en fait, le Conseil général disait maintenant il est majeur, donc de toute façon on ne prendra pas en charge. En gros, voilà les difficultés que nous rencontrons. Il faut savoir que les jeunes mineurs isolés qui arrivent avant leurs 13 ans, quand ils deviennent majeurs, ils peuvent demander la nationalité française. Les autres peuvent faire valoir une demande d'asile, mais voilà, c'est pas simple quand les jeunes sont arrivés à 15-16 ans. Ils n'ont pas forcément tout compris de ce qui leur est arrivé et pourquoi ils ont dû quitter leur pays, déjà d'une. Donc écrire ça sur un récit de vie, c'est pas simple. Donc là, on procède plutôt par l'intégration. On leur explique qu'il faut qu'ils s'investissent le plus possible dans leurs études. On leur conseille même, certains professeurs aussi s'y mettent pour leur conseiller l'apprentissage. Parce qu'avec l'apprentissage, souvent après, il y a des employeurs qui proposent un recrutement. Donc c'est la meilleure façon de faire régulariser ces jeunes grâce à un emploi. Et même comme ça, c'est pas toujours simple. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Pour moi, c'est une preuve du message du pape, accueillir, intégrer, promouvoir. C'est donner une place et nous donner l'occasion de s'exprimer et de parler de notre vécu, de notre expérience et de tout ce qu'on a pu faire ici. Alors, qui suis-je? Je suis migrante, arrivée du Liban il y a 27 ans. Je suis venue pour passer un mois. Et voilà que ce mois s'est multiplié. Et 27 ans après, je suis toujours ici. Je suis ici parce que je me sens bien, donc vous voyez, sinon je ne serais pas restée. Même si mon parcours était simplifié, j'étais avantagée dans mon arrivée parce que j'avais de la famille ici, je suis arrivée, il y avait un logement, je n'ai pas manqué de ressources, je parlais le français et j'ai pu m'inscrire à la fac, donc tout va bien, donc il n'y avait pas de difficulté. Mais malgré tout ça, le parcours n'est pas simple, le parcours de celui qui vient d'ailleurs, comme ça a été dit avant moi. Donc je ne veux pas revenir parce que le temps est très court. Alors pourquoi aujourd'hui Carole m'a demandé de parler de deux mots qui sont dans le message du Saint-Père, promouvoir et intégrer. Comment ces mots-là, donc si je reprends accueillir, protéger, promouvoir, intégrer, résument bien les étapes non seulement des migrants. Ça fait déjà plus de 21 ans que je suis en France. Je viens de l'actuelle République démocratique du Congo. Voilà, hein, pour la petite histoire. Je dirais comme Renoir que je suis arrivée aussi en France pour 2 mois de vacances et 21 ans après, j'y suis encore. Oui, exactement. Les vacances sont finies. Donc, je fais partie de la pastorale des migrants et Carole m'a demandé de vous parler un peu de ce que je fais en ce moment. Tout ce qui a été dit ici, j'aurais pu le dire aussi. Et je me dis, bon, ça va être... je vais recommencer, voilà. Hein, mais, disons que depuis que je suis en France, moi j'ai commencé à travailler. Je suis arrivée dans mon pays d'origine, je travaillais dans les écoles. J'étais instite et puis directrice d'une école. Et puis quand je suis arrivée ici, n'étant pas française, je n'ai pas pu accéder à la fonction publique. Donc on m'a dit, eh bien, formez-vous en tant que formatrice professionnelle d'adultes. Et c'est ce que j'ai fait à l'AFPA. Dans un premier temps, presque pendant 10 ans, j'ai travaillé avec des jeunes de 16 à 25 ans qui
qui étaient déscolarisés, qui étaient en perte de repères, qui étaient... donc je travaillais avec la mission locale, je travaillais avec un peu toutes les associations qui travaillaient avec les jeunes. Et c'était des jeunes qui étaient dans des situations très très difficiles, beaucoup de Français, il y avait quelques migrants, mais il y avait beaucoup de Français. Comme quoi, voilà, on ne peut pas dire que il n'y a que les migrants qui ont des problèmes. Hein. Les Français de souche ont des problèmes aussi. Et donc j'ai travaillé avec ces jeunes pendant tout ce temps et à un moment donné, bon, je me suis dit, je vais retourner à mes premiers amours qui étaient de travailler avec les femmes. J'ai toujours voulu travailler avec les femmes. Et donc après, j'ai travaillé pendant quelques années dans une structure de la place qui a fermé depuis avec des femmes. Des femmes de tout horizon, aussi bien françaises d'origine que d'ailleurs. Et voilà, et c'était très bien. C'était pas toujours simple, c'est vrai que j'y travaillais en tant que formatrice, donc je donne toujours d'ailleurs, dans l'autre association que j'ai créée, des cours de français. Mais c'était aussi, comme on l'a dit tout au long de cet après-midi, l'accueil. Accueillir les femmes migrantes. Et c'est vrai que c'est pas une mince affaire parce que il y a des femmes qui sont arrivées ici depuis très 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 longtemps. Bon, et pour des raisons culturelles, pour d'autres raisons aussi, familiales, elles n'ont pas pu accéder à la chose publique, c'est-à-dire des femmes qui ne sortaient pratiquement jamais de chez elles. Donc ce que nous, on a fait dans un premier temps, c'est essayer de faire sortir ces femmes de chez elles. C'était quoi? Ben écoutez, de porte à porte, hein, allez, écoutez mesdames, on fait telle activité à notre association, venez, voilà, venez, ne fût-ce que pour prendre une tasse de café, venez mais les sortir de chez elles. Ensuite, bon, quand cette association a fermé, où on faisait de la couture, on faisait un peu de tout, on faisait du tricot et tout ça, ben, on s'est dit, moi je me suis dit, pourquoi ne pas créer une autre structure qui pourrait accueillir des femmes aussi? Mais bien sûr, on accueille des hommes aussi, hein, il ne faut pas croire on accueille des hommes aussi. Et donc, j'ai créé cette association qui s'appelle Orosam. Orosam, le H c'est pour humanité. Orose, ça veut dire rose dans ma langue d'origine, qui est le Chiluba. On dit Orose pour rose. Et le M, en fait, ça pourrait être M au carré, c'est M pour Mukajimoana, Moisimoana, femme, enfant. Donc, Orosam. Cette association a 18 mois pratiquement aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous y faisons concrètement? Nous accueillons. Nous accueillons les femmes. On s'est dit, on va accueillir les femmes primo-arrivantes. Et si je le dis, et si je le fais, si on le fait dans cette association, c'est parce que quand moi je suis arrivée, il y a de cela plus de 21 ans, j'aurais bien voulu qu'il y ait des personnes qui puissent m'accueillir et me diriger, m'orienter, me montrer les structures auxquelles j'aurais pu avoir accès. C'est vrai, à un moment donné, oui, on a parlé de CADA. Hein, en tant que demandeur d'asile, on a été dans des CADA. On avait des assistants sociaux. Mais c'est vrai que des fois, même, évidemment, moi je parle français, donc c'était très bien pour moi. J'avais fait des études dans mon pays, c'était très bien pour moi aussi. Donc moi je pouvais m'en sortir. Hein. Mais malgré ça, j'ai quand même senti qu'il me manquait quelque chose. Donc, c'est un autre pays, c'est un pays étranger. Les structures ne sont pas les mêmes. Les schèmes mentaux ne sont pas les mêmes. La façon de faire les choses ne sont pas les mêmes. Donc, on avait besoin d'avoir quelqu'un à côté de soi qui puisse nous diriger, nous orienter, nous amener même physiquement à certains endroits. On parle de l'OFI. C'est très bien, moi, à mon époque, il n'y avait pas d'OFI. Il y avait, je ne sais plus, on avait l'OFPRA, et puis on avait la préfecture. Et puis on avait le CADA, comment ça s'appelle déjà? Bon, enfin, ça reviendra. Donc on avait tout ça, mais on avait, à part les assistantes sociales qui, elles étaient vraiment, elles avaient combien de personnes à encadrer, donc elles n'avaient pas le temps pour prendre chaque personne, quoi.
Et donc moi je me suis dit, c'est bien d'accueillir toutes ces femmes qui arrivent, c'est bien de les accueillir, de les orienter et en même temps de leur donner un temps, un moment où elles peuvent se poser. Quand je dis se poser, c'est-à-dire, on a parlé de se poser tout à l'heure, mais beaucoup de ces femmes sont des femmes qui sont au 115. On parle de CADA, c'est vrai, les CADA existent, mais il y a tellement de monde en ce moment à Amiens que les CADA sont saturés. Et comme l'a dit la dame de la CIMAD, une personne peut avoir un logement tous les 3 jours. C'est-à-dire, lundi, j'ai un logement, mardi, je ne l'aurai pas, ça sera quelqu'un d'autre, mercredi, c'est une 3e personne. Je pourrais, ainsi de suite. Et c'est une réalité. Moi, je vis cette réalité-là parce que j'accueille des femmes qui viennent à Orosam et qui nous disent, aujourd'hui, moi, je ne sais pas où je vais dormir, qui appellent le 115 devant nous et le 115 leur disent, on n'a pas d'endroit pour vous aujourd'hui. Et on leur dit, désolé. Et ces femmes s'appellent elles-mêmes, nous sommes des désolés. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire désolé, désolé. Et désormais, moi, c'est un mot que je ne veux plus utiliser. Parce que chaque fois que je dis désolé, je vois ces femmes-là qui sont dans la rue. Et ces femmes, et c'est vraiment une réalité, elles dorment. L'année dernière, elles dormaient à la cathédrale, dehors. En hiver, il y en a qui dormaient à l'église Saint-Honoré. Je ne sais pas si vous voyez l'église Saint-Honoré. Et certaines allaient, quand vraiment il faisait trop froid, eh bien, elles allaient jusqu'à l'hôpital Sud pour pouvoir dormir dans les urgences. Et quand elles trouvaient un bon, comment on appelle, un bon monsieur, enfin celui qui garde, le gardien, un bon gardien, il les laissait. Mais comme on commençait à les connaître, ben, il y a des gardiens qui les mettaient à la porte quand même. Écoutez, vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas à rester là. Donc, c'est pour vous dire que tout ça, c'est des choses réelles. Et ces femmes, pendant la journée, n'ont pas d'endroit où poser leurs affaires, ou très peu. Et qu'est-ce qu'elles font? Bon, elles se baladent avec leur barda toute la journée. Elles ne savent pas où aller. Et donc, nous, à Orosam, 3 fois par semaine, on peut les accueillir pour qu'elles viennent se poser, prendre un café. En même temps, on leur propose de faire de la couture, on leur propose de faire du tricot pour qu'elles puissent s'occuper. Ça permet aussi de créer des liens, parce que pendant qu'on fait de la couture, les langues c'est des lits, pendant qu'on fait du tricot, les langues c'est des lits, et en même temps, il y en a qui viennent faire l'apprentissage du français chez nous aussi. Hein, le matin, il y en a quelques-unes qui viennent faire l'apprentissage du français. Les mêmes qui des fois vont aussi au Secours catholique ou bien à la Croix-Rouge, on les retrouve chez nous aussi. Voilà. Donc, en gros, c'est de ça que moi je voulais vous parler cet après-midi, savoir que réellement, mais il n'y a pas que des femmes, hein, il y a des hommes aussi. Mais si je parle pour des femmes, c'est parce que ces femmes ont tellement vécu des choses affreuses dans la rue. Il y a des choses que je n'ose même pas dire, parce que nous, on a été confrontés, j'ai été confrontée, un jour j'étais chez moi, madame, je vous appelle, parce que je donne mon numéro de téléphone personnel, hein, je vous appelle, il vient de m'arriver quelque chose de grave, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi de le dire, mais je le dis quand même, en même temps on est en plein dans la semaine des violences faites aux femmes. Eh bien, une avait été violée. Violée comment? Ben, quand elles attendent qu'on vienne les prendre par le 115 et qu'on ne les prend pas, il y a des bons monsieur gentils qui se proposent de les héberger 1 nuit, 2 nuits. Et ben voilà, il y a des choses comme celle-là qui peuvent arriver, malheureusement. Donc j'en avais informé à l'époque, j'en avais informé la pastorale des migrants, Parole, le vicaire général, tout le monde était au courant. Bon, et après cette fille, on l'a perdue de vue parce qu'on lui a dit on va les porter plainte, on va ceci. Mais voilà, c'est aussi leur faire connaître leurs droits. Parce que toutes ces femmes ont peur. Elles sont demandeurs d'asile ou elles ont été déboutées de leurs droits d'asile. Elles n'ont plus de papier. Elles sont venues parce qu'elles sont malades. Et que effectivement, hein, moi je reviens d'Afrique, là, je reviens d'Afrique, il n'y a pas de structure médicale. Au Congo-Brazzaville, on a fermé l'hôpital général.
Je ne parle que du Congo-Brazzaville. Chez moi, c'est bien simple, pour aller se faire soigner à Kinshasa, il faut 30 ou 40 dollars pour aller à l'hôpital. Qui a 40 dollars? La paie, c'est 100 dollars pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires ne sont même pas payés depuis des années et des années. La misère existe réellement. Les gens qui viennent ici viennent parce qu'ils sont en souffrance dans leur pays d'origine. C'est pas pour le plaisir, parce que moi, tant qu'à faire, si je pouvais rester au soleil, je resterais au soleil. Hein. Et je crois que c'est la vérité pour la plupart d'entre nous. Moi, si aujourd'hui, on me garantit la sécurité dans mon pays, j'y étais, il y avait des coups de feu à tout bout de rue, hein, il y avait des coups de feu. Hein, bon, il y a des quartiers qui sont calmes, mais pendant que j'y étais, il y a des gens qui sont morts parce qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des villes mortes. Ça existe réellement. C'est une réalité. Et des fois, on entend des gens qui nous disent, mais pourquoi vous restez là? Vous avez tant de problèmes, vous avez tant de soucis, hein, pour les papiers, pour ceci, pour cela. Mais on reste parce que chez nous, ça ne va pas. Si chez nous, ça allait, on ne serait pas ici. Et je crois que c'est la réalité pour beaucoup d'entre nous. Que ce soit pour les étudiants, on aurait des systèmes scolaires corrects. Qu'est-ce que nos enfants viendraient faire ici? On a eu tout ça à un moment donné dans nos pays. On n'envahissait pas la France comme ça. Mais là, on vient parce que ça ne va pas. Et c'est une réalité, c'est dans tous les pays d'Afrique. Et ce n'est pas seulement la faute des Africains, c'est la faute de tout le monde. Tout le monde est impliqué dans cette histoire. On ne va pas dire, là je parle d'Afrique, mais c'est vrai pour le Liban, c'est vrai pour la Syrie, parce qu'on a des Syriens aussi, on a des Turcs à Orozam. Mais ben, c'est vrai pour tout le monde. Hein, c'est la mondialisation. Là, le pape nous demande d'accueillir, eh ben, nous accueillons. Nous avons la chance d'être là. Eh ben, je crois que c'est vraiment une chance. Parce que quand je rentre de mon pays, que je vois comment ça se passe dans mon pays, comment les jeunes sont dans mon pays, et que j'arrive ici, je dis, j'ai de la chance d'être ici, mes enfants ont de la chance d'être ici, mais est-ce que nous nous rendons compte de cela? Je ne sais pas. C'est quand on part comme ça, au bout, on reste 3, 4, 5, 6 ans sans y aller, et qu'on y va, on se rend compte que oui, ça ne va pas. Donc, moi, mon témoignage cet après-midi, c'est de vous dire que voilà, on est là, on essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a pour les personnes qui arrivent, comme nous sommes arrivés il y a quelques années. Nous avons eu la chance de pouvoir avoir été accueillis, d'avoir eu la chance de faire des études, de continuer et de travailler. Eh bien, ce serait bien aussi de donner cette chance à ceux qui arrivent.